Aujourd'hui, nous allons voir comme nouveau chapitre les fondations superficielles. Nous avons comme document de référence la mécanique des sols, Université catholique de Louvain de Déhagueur 2009. On peut citer également la géotechnique, la mécanique des sols, tome 2 de l'Université de Liège, de Robert Charlier, de 2007. Il y a l'ouvrage Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur, actualisé de 2006. Cours pratique de mécanique des sols, tome 2, Calcul des ouvrages de Coster et Singléra, 1983. Il y a un article très intéressant sur les fondations superficielles de Franck. Dans ce chapitre concernant les fondations superficielles, nous allons réaliser une très grande introduction. Dans cette introduction, on va aborder de manière globale que ce soit les fondations superficielles, les fondations semi-profondes et les fondations profondes. Ensuite, on va regarder les mécanismes de rupture. En troisième point, les points de Rankine. En quatrième point, on va aborder la charge verticale centrée. Mais aujourd'hui, on va rester beaucoup plus dans deux chapitres, l'introduction et mécanisme de rupture. En cinquième point, nous allons regarder la charge inclinée et excentrée. Et enfin, dans ce chapitre, nous allons voir des autres considérations, que ce soit la sécurité, l'effet d'échelle, le préditionnement concernant les essais CPT, le rôle de l'eau et les dispositions constructives. Ce sont tous les sous-chapitres qu'on va voir dans le chapitre en fondation superficielle qui sont très intéressants à aborder. Et vous allez voir que les différentes notions que vous avez vues au départ, ce sont des notions qui vont vous servir et de manière globale dans les calculs de fondation pour pouvoir déterminer que ce soit les déformations excessives, que ce soit les critères de rupture. On va définir les fondations superficielles. C'est important de savoir les définitions et ces définitions vont vous permettre de bien cerner cette notion de fondation superficielle. Comme première définition concernant les fondations superficielles, ce sont des fondations telles que la profondeur d'encastrement reste inférieure à 5 ou 6 fois la largeur de la fondation. Autre définition pour la fondation superficielle, c'est une fondation qui repose sur le sol ou qui n'y est que faiblement encastrée. Les charges qu'elle transmet ne sollicitent que les couches superficielles et peu profondes. On appelle fondation superficielle des éléments de structure établis à faible profondeur et répartissant les efforts sur une surface telle que le sol à ce niveau peut résister aux contraintes appliquées sans déformation excessive. Autre définition, une fondation superficielle ou directe est utilisée lorsque, au niveau de la base de l'ouvrage à réaliser, le sol présente un pouvoir portant suffisant. Et enfin, la capacité portante d'une fondation résulte de la capacité du sol sous-jacent à supporter une charge sans subir de déformation excessive ni être mis en rupture par cisaillement. Le rôle des fondations. Les fondations transfèrent au terrain toutes les charges descendantes des constructions. Donc, ça peut être des forces verticales, horizontales ou inclinées. Ça peut être des moments également. Et ces charges sont appliquées sur des surfaces de contact souvent évaluées sous forme de contraintes moyennes sur une bande, un rectangle, un cône ou bien un cylindre. Les charges sont équilibrées par la réaction du massif du sol. Cette réaction est associée à une déformation qui dépend de la déformabilité du terrain et de la variation locale des contraintes en chaque point du massif. Les fondations sont conçues et dimensionné pour limiter les déformations de la construction à des valeurs admissibles. En termes de structure porteuse, nous avons l'infrastructure. Et dans l'infrastructure, vous avez les sols de fondation, les semelles, les soubassements en termes de poteaux, planchers. L'infrastructure va beaucoup plus nous intéresser en tant que géotechnicien. Ensuite, nous avons la superstructure de déterminer les descentes et des charges par rapport à tout ce qu'on a dans un bâtiment ou bien dans un ouvrage approprié. En termes de mode de transmission des charges et des constructions aux couches de sol sous-jacent, nous avons trois types de transmission de charges. Nous avons les fondations superficielles aux semelles. Quand les couches sont affleurantes, les semelles sont affleurantes. Le sol peut supporter la structure. Pour cela qu'on doit déterminer des caractéristiques de ce sol pour qu'on puisse savoir si le sol peut supporter la structure. Dans le cas où le sol en surface ne peut pas supporter la structure, on peut réaliser des fondations semi-profondes. Vous avez des semelles qui vont arriver beaucoup plus en profondeur sur le sol résistant. Dans le cas où le sol résistant se trouve beaucoup plus en profondeur, donc vous allez utiliser des fondations profondes, utiliser des pieux ou des micro-pieux
Maintenant, les charges sur les fondations. Nous avons vu l'infrastructure et la superstructure. La superstructure amener des charges sur les fondations. Par exemple, si vous avez un pont, les piliers sont très grands, vous avez une surface chargée. Ensuite, vous pouvez amener des charges par rapport aux murs. Si vous avez des murs porteurs, ça peut arriver aussi par des poteaux. C'est le cas le plus courant en Haïti. C'est le cas le plus simple également. Vous faites la descente des charges et vous transmettez les charges à travers les poteaux. Vous avez la structure, nous venons de voir la structure et les fondations. Les charges appliquées aux fondations sont déterminées par la structure et le sol, en tant qu'élément de l'infrastructure, vont répondre aux demandes de la structure. L'équilibre des différentes parties de la construction crée des formes horizontales en plus des forces verticales dues à la pesanteur. Donc, vous avez des forces horizontales, des forces verticales. Ces forces vont amener vers les fondations. Et les charges qui descendent vers les fondations par les murs sont en général inclinés et excentrés. Les charges peuvent être transmises de différentes façons. Si le sol résistant est superficiel, à ce moment-là, vous pouvez faire des semelles isolées sous le poteau. Si le sol résistant se trouve beaucoup plus en profondeur, vous devez réaliser des fondations profondes avec des puits. Alors, soit vous faites des transferts directs sur la structure, transferts directs sur la fondation superficielle, soit vous faites des transferts locaux sous la structure par puits. Si le sol est mauvais, vous pouvez réaliser des radiers. Si vous allez beaucoup plus en profondeur pour atteindre le sol résistant, vous pouvez utiliser le radier et en même temps faire un transfert par un radier sur des puits courts. Nous venons de voir les trois types de fondations. Vous avez les fondations superficielles, les fondations semi-profondes et puis les fondations profondes. Les différences entre ces trois types de fondations portent sur la géométrie et on a aussi les modes de fonctionnement différents pour chaque type de fondation. Pour les fondations superficielles, seules les réactions mobilisées sous la base interviennent. Pour les fondations semi-profondes, vous allez beaucoup plus en profondeur. Vous pouvez avoir les forces mobilisées sur la base et en même temps les forces latérales également. Pour les fondations profondes, voici un exemple de fondation profonde. Vous avez dans les fondations profondes, vous avez des pieux. L'équilibre est assuré par les réactions mobilisées à la fois sur la pointe et sur les faces latérales. Les types de fondations superficielles, on peut avoir des semelles isolées. Dans la semelle isolée, chaque colonne reporte la charge de l'ouvrage individuel sur une semelle. Pour les semelles filantes, voici un exemple de semelle filante. En général, pour les semelles filantes, la longueur est beaucoup plus grande que la largeur. L sur B est supérieur à 10. Le radier général, colonne au mur devient importante lorsque les caractéristiques du sol sont médiocres. Et là, on va regarder l'interprétation par rapport à plusieurs couches de nature différentes. Là, vous avez trois types d'essais, ou du moins, vous avez trois essais différents. Ce sont tous des essais CPT réalisés in situ. Donc, vous avez ici un cas A avec des couches de sol moins résistantes en surface. Ensuite, là, vous avez une couche résistante en surface. Et là, vous avez des couches résistantes beaucoup plus en profondeur. Donc, à partir de ces trois types d'essais, vous allez voir de manière pratique ce qu'on fait au laboratoire pour qu'on puisse dimensionner une fondation par rapport à ces essais. Le type de fondation et la profondeur à laquelle il faut établir une fondation sont fonction de la nature du terrain ou bien du sol et des caractéristiques de ce sol. À travers ces essais, vous allez voir la nature de ce sol. Par exemple, ici, en surface alluvion, vous avez des alluvions, des sables, argile, 18 mètres. Ici, vous avez des remblais en surface. Deuxième schéma, vous avez la tourbe en noir. Vous avez le sable en jaune. Pour le troisième schéma, vous avez un sable limoneux, limon sableux, de la craie. Vous avez la nature et les caractéristiques du terrain. Nous avons trois essais sur des sols différents. Vous avez un essai en A, un essai CPT en B, un essai CPT en C. En A, on va identifier une couche d'assez bonne résistance à 4 ou bien 5-6 mètres. De ce diagramme, on peut réaliser une fondation superficielle, dépendant de la nature de l'ouvrage qu'on aura. Donc, si c'est un bâtiment comprenant 2 niveaux, on peut établir une fondation superficielle. Mais si on va réaliser, par exemple, un hangar industriel, cette couche ne peut pas supporter des charges assez lourdes. On doit aller beaucoup plus en profondeur. Si on prend l'image en B, si on veut réaliser un hangar avec une fondation superficielle, c'est faisable dans la mesure où la couche est beaucoup plus résistante en surface. Si la couche de tourbe située à 4 ou 6 mètres de profondeur, dont la résistance est faible et la compressibilité va être élevée, on peut réaliser un radier si on va réaliser un réservoir d'hydrocarbures ici. Dépendant des diagrammes des essais qu'on aura, quand vous pouvez savoir si on doit utiliser des fondations profondes
on peut aller beaucoup plus en profondeur parce que c'est plus résistant en profondeur. Maintenant, les comportements d'une fondation sous la charge. Quand on va considérer une fondation posée à la surface d'un terrain, vous avez une fondation qui va poser à la surface d'un terrain. On va examiner l'enfoncement S, le tassement, en fonction de la charge appliquée. Donc, vous avez les charges appliquées ici en abscisse et puis le tassement en ordonnée. Nous avons 3 cas. Le début de la mise en charge relativement linéaire, voie élastique, il correspond essentiellement à une compression de l'empilement granulaire avec une réduction du volume des vides. Par la suite, on aura une courbure qui se marque dans le diagramme. À ce moment-là, les incréments de déformation augmentent de plus en plus pour les incréments de contrainte. Il y a toujours diminution des vides, mais aussi déplacements latéraux se font sous l'effet de la charge verticale. Et enfin, vous avez la rupture, le moment où la courbe devient virtuellement verticale. Une augmentation de charge entraîne un enfoncement excessif, voire indéfini. Vous avez la rupture. Quand vous avez la charge qui est appliquée, vous avez la semelle, la largeur B et puis la profondeur d'encastrement. Cette charge qui est appliquée. Une fois cette charge monotone croissante arrive d'une manière quasi statique à une fondation de profondeur d'encastrement D et de largeur B au début du chargement, le comportement est linéaire et ensuite vous aurez le tassement jusqu'à avoir une charge limite qu'on ne peut pas dépasser et une fois dépassé ce point, donc vous avez la rupture qui arrive. Dépendant du type de sol, pour le sol un peu compact, la capacité portante est ici, c'est sa capacité maximale que le sol peut supporter avant la rupture. La capacité portante pour le sol compact, c'est la contrainte maximale que le sol peut supporter avant la rupture. Une fois qu'on dépasse cette zone-là, donc on est dans la rupture. Dans tout dimensionnement, quel qu'il soit, quand on va faire une double vérification, que ce soit les vérifications concernant les états limites ultimes, il faut qu'en tout point, les contraintes demeurent inférieures aux contraintes admissibles. Vous avez également les états limites de service où les déformations doivent rester inférieures à une limite imposée. Quand vous avez les états limites ultimes au-delà desquels il y a risque de rupture et les états limites de service au-delà desquels l'ouvrage ne serait plus susceptible de remplir sa fonction, par exemple les déformations excessives. Pour pouvoir déterminer la contrainte admissible, vous faites la vérification par rapport à ces deux valeurs-là. Utile, contrainte utile qui est égale à contrainte ultime sur F. Q limite également. Q limite, c'est l'équilibre limite de déformation qui est appliqué au sol et qui provoque des mouvements qui restent encore compatibles avec la stabilité et l'aspect de l'ouvrage. Afin de se prémunir d'une ruine, les fondations ne sont jamais chargées jusqu'à leur état ultime. On doit déterminer le pouvoir portant de service et le Q service va être égal à Q ultime sur un coefficient qui va de 2 à 3, estimé par référence au pouvoir portant ultime via l'introduction d'un coefficient de sécurité approprié. Le Q admissible doit être inférieur ou égal à min de Q service, Q limite. On a fini avec l'introduction.